Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Premières interpellations à Moscou et Saint-Pétersbourg de manifestants opposés à Vladimir Poutine au lendemain de son élection contestée. L'image du jour, c'est ce bourrage d'urne filmé au Daghestan par une webcam. La sénatrice Josette Durieux, observatrice du scrutin hier, nous livrera son témoignage dans ce journal. Une semaine décisive pour Nicolas Sarkozy qui n'arrive pas à faire se croiser les courbes des sondages avec François Hollande. Multiplication des rendez-vous médiatiques et sur le terrain. Grand meeting dimanche à Villepinte. Le positionnement très à droite sera-t-il confirmé? L'enquête du 19h. Dédramatisation et démenti en cascade sur le pacte anti-Hollande des dirigeants conservateurs européens. Angela Merkel, qui ne le verra pas avant la présidentielle, se tient prête à traiter et travailler avec lui, précise ce soir Berlin. Invité du 19h pour réagir à l'actualité de la campagne, Anne Hidalgo, première adjointe socialiste à la mairie de Paris, et puis notre confrère de la Tageszeitung, Rudolf Balmer. Mais avant de développer tous ces titres, un sujet de la vie quotidienne encore marginal mais inquiétant à plus d'un titre, les Lolitas. Comment la pub et la société transforment les petites filles en aguicheuses sexuelles. Parfois, les parents encouragent ce que la sénatrice Chantal Jouanneau appelle dans un rapport publié aujourd'hui l'hypersexualisation. Constat dressé par Flora Sauvage. Des fillettes qui posent dans des tenues sexy sous l'œil des caméras, les concours de mini-miss se développent en France. Chantal Jouanneau préconise d'interdire ces concours de beauté pour fillettes. Dans son rapport sur l'hypersexualisation des enfants remis ce matin à la ministre Roselyne Bachelot, la sénatrice de Paris présente ses 12 propositions pour lutter contre le phénomène. La vague est très forte. Elle commence dès le plus jeune âge, on l'a vu avec la réapparition de jouets, de tenues qui sont quand même très sexualisées et très clivantes entre garçons et filles. Et puis surtout, à partir de l'adolescence et ce concept de préadolescente, on essaye de créer un nouveau marché pour accentuer ce phénomène. Si l'hypersexualisation est encore un phénomène marginal en France, Chantal Jouanneau propose de créer une charte de l'enfant. Elle préconise aussi l'éducation au respect et à l'égalité entre les sexes dès le primaire. Plus des 2/3 des enfants, des adolescents ont été en contact répété avec des images pornographiques et c'est finalement le seul contact qu'ils ont eu avec parfois la sexualité. Enfin, Chantal Jouanneau propose de créer un forum sur Internet qui permettrait aux citoyens et aux parents de dénoncer des entreprises ou des médias qui ne respecteraient pas l'intérêt supérieur de l'enfant. À charge pour les entreprises de répondre ou de voir leur nom cité publiquement comme ne respectant pas l'intérêt de l'enfant. C'est l'image du jour, répétitive, presque hypnotique, un bourrage d'urne dans la République du Daghestan, dans le Caucase, une scène filmée par l'une des webcams déployées, mais dont beaucoup dans le pays ont mal fonctionné ou été carrément braqués dans la mauvaise direction. Cette scène de bulletins validés à la chaîne se poursuit ainsi de longues minutes. Élu dès le premier tour hier avec quelques 64% des voix, Vladimir Poutine a été chaudement félicité par le président syrien. Une remarquable élection, fait valoir Bachar el-Assad. Les autres réactions internationales sont plus retenues alors que les manifestations ont repris ce soir à Moscou et Saint-Pétersbourg contre une élection tronquée. Nathalie Guilbard. 14 000 manifestants environ se sont réunis au centre de Moscou. Face à eux, un dispositif de sécurité impressionnant. 35 000 policiers et soldats sont déployés. Les opposants dénoncent l'élection de Poutine et réclament un scrutin anticipé. 200 personnes ont été interpellées cet après-midi à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dont l'écrivain Édouard Limonov. Dans la capitale, les partisans de l'écrivain tentaient de se réunir devant le bâtiment de la commission électorale, mais la police les en a empêchés. L'OSCE dénonce d'importantes fraudes électorales. Nous avons observé le dépouillement des bulletins dans 98 bureaux de vote. Dans environ un tiers de ces bureaux de vote, le décompte a été évalué mauvais ou très mauvais. Un certain nombre de dirigeants ont félicité le président russe, comme la chancelière Angela Merkel. Elle lui souhaite du succès pour son prochain mandat. Aux États-Unis, un bémol, on appelle la Russie à enquêter sur les irrégularités, mais il précise avoir hâte de travailler avec Poutine dès que l'élection sera validée. Côté français, on réagit plus prudemment. Le président Nicolas Sarkozy n'a pas encore fait de déclaration, mais Alain Juppé n'a pas mis en cause la victoire de Vladimir Poutine, malgré les critiques. Il qualifie le nouveau président russe comme l'interlocuteur de la France pour les années à venir.
Premier invité du 19h, Josette Durieux, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice PS des Hautes-Pyrénées, observatrice de cette élection russe de retour. Donc, comment est-ce que vous avez d'abord mené votre mission hier? Observatrice pour l'OSCE et le Conseil de l'Europe. J'ai mené la mission habituelle. J'ai été sur un espace très précis, Saint-Pétersbourg. Et à partir de là, vous savez, on va dans les bureaux de vote, on va dans un maximum de bureaux de vote et on observe. Et qu'est-ce que vous avez vu? Alors écoutez, j'ai La vu... normale. Et pas tellement, justement. En décembre, j'avais vu, et j'ai dit que j'avais vu des urnes bourrées à Aux 8 législatives. heures, aux législatives. J'avais vu ce qui est assez rare de tomber dessus. Ce qu'il y avait de nouveau hier, et ça a été relativement efficace, c'est que les urnes étaient transparentes. C'est moins facile. Ensuite, il y avait des caméras. Elles ont marché. Pas partout. On a vu l'exemple du Daghestan, c'est quand même incroyable. On voit là un bourrage d'urnes avec des bulletins qu'on enfile dans la machine. C'est le Daghestan. 80-90% des voix pour Poutine, y compris en Tchétchénie. Mais à Saint-Pétersbourg et à Moscou, elles ont marché, ces caméras, c'était assez dissuasif. À mon avis, les fraudes qui ont eu lieu incontestablement ont été relatives. Relatives. On dit qu'il y a à peu près 4% de voix qui relèvent de la concurrence ou du zèle. Ça veut dire tous ceux qui ont des postes de responsabilité, les gouverneurs, les administrateurs, les patrons d'entreprise, etc., eh bien, souhaitent que les résultats soient assez bons. Et ils veulent renvoyer de bons chiffres à Moscou. Oui, ça représente à peu près 4%. Alors, il faut rappeler quand même que Poutine n'avait pas de véritable opposant parmi les autres candidats, donc ça limitait par ailleurs la portée de ce scrutin. Est-ce que, selon vous, les irrégularités qui ont été constatées sont de nature à remettre en cause la validité de cette élection? Je ne crois pas. L'OSCE et le Conseil de l'Europe, ce matin, ont validé l'élection en considérant que probablement le scrutin était entaché d'irrégularités qui avaient été certaines bien signalées, d'autres sans doute moins perceptibles. Mais je pense que Poutine est élu avec 64% des voix, c'est beaucoup. Dessus de 60, c'était un peu douteux. C'est plus qu'en 2000, il avait fait 53. C'est moins qu'en 2004, il avait fait 72. Il n'empêche, vous l'avez dit, l'opposition est absente. C'est Prokhorov qui, effectivement, représente à lui seul l'opposition. Il arrive à 7-8%. Lui, par contre, je crois qu'il a perdu. Oui. Des petits pourcentages quelque part. Il est autour de 20 à Moscou, autour de 15 à Saint-Pétersbourg. Et il est, si vous voulez, le gagnant, même s'il est en troisième position derrière Zouganov, le communiste. Il est le gagnant et le représentant de l'opposition. Il a bien dit, je ne serai pas le numéro 2, je crée un parti et à partir de là, il veut officialiser sa démarche d'opposant. Mais c'est vrai que les autres, notamment le jeune blogueur Navalny, très populaire, n'avait pas eu la possibilité d'être candidat. Et cette soif de démocratie, justement, incarnée par ce blogueur et d'autres, vous l'avez senti dans le pays? Oui, ça il faut le dire très fort. J'ai senti une moralisation nécessaire et demandée de la vie politique. Ça c'est évident. Ce n'est pas forcément une démarche politique, mais c'est une démarche morale qui vraiment annonce, me semble-t-il, la mise sur orbite de cette nouvelle opposition. C'est intéressant. Cette société civile maintenant veut autre chose. Il faut que Poutine en prenne conscience. Oui. Merci, Josette Durieux, d'être venue ce soir avec nous. Donc de retour il y a quelques instants de Saint-Pétersbourg. L'absence d'impact dans les sondages de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy pousse certains membres de la majorité à la critique. Ainsi, l'un des fondateurs de la droite populaire, le député Lionel Lucas, qui aurait tout lieu d'être satisfait des thèmes mis en avant par le président candidat, dénonce le manque d'expérience de l'équipe de campagne. Il la juge coupée des réalités, propos à retrouver sur publicsénat.fr. Nicolas Sarkozy joue cette semaine son va-tout, selon l'expression reprise par l'ensemble de la presse ce lundi, et la barre devrait rester bien fixée à droite. Elisa Bertolomé. Pour remonter sa cote de popularité, plusieurs stratégies sont mises en place par Nicolas Sarkozy. D'abord, la représentation médiatique. Le président candidat est invité sur plusieurs grands médias cette semaine. Objectif, occuper le terrain avant que le candidat ne soit soumis à l'égalité du temps de parole. Deuxième stratégie, remobiliser la majorité.
Le meeting de Villepinte, prévu dimanche prochain, devrait rassembler toute la famille UMP. Surtout, il permettra au candidat Sarkozy de répondre à François Hollande en présentant à son tour un projet qu'il veut cohérent. Villepinte est un moment extrêmement important. On attend évidemment effectivement plusieurs dizaines de milliers de personnes avec autour d'une idée de présenter le cap, la cohérence de tout notre projet. Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, occupe le devant de la scène sur des thématiques extrêmement fortes. Il brise les tabous les uns après les autres dans lesquels est enfermée la société française. Troisième axe de campagne, un virage à droite pour gagner des voix sur les terres du Front National. Le discours de Bordeaux samedi a marqué le pas avec des débuts d'annonces sur la sécurité, la justice ou l'immigration. Un discours musclé qui n'est pas sans déplaire à la majorité. On voit très clairement une stratégie d'à droite toute pour remobiliser son camp, pour essayer de recoller à François Hollande et créer aussi, parce qu'il ne faut pas le négliger, une sorte de choc psychologique parce que moralement, pour les militants UMP, pour le camp de la majorité présidentielle, c'est relativement difficile de voir le président sortant devancer au premier tour. Mais cette stratégie peut s'avérer dangereuse. Au sein même de l'équipe de campagne, certains s'inquiètent de cette droitisation du discours. Ils craignent que les centristes ne se détournent de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy était sur le terrain aujourd'hui, notamment dans l'Aisne. Il a été suivi par toutes les grandes capitales aujourd'hui dans un démenti général concernant l'existence d'un pacte anti-François Hollande, une sorte de front conservateur, accueilli d'ailleurs avec ironie et détachement par le candidat socialiste Thomas Raguet. Depuis les révélations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, les réactions se succèdent à gauche comme à droite, y compris en Europe, pour, c'est selon, condamner ou démentir l'existence d'un pacte anti-Hollande. En déplacement dans l'Aisne, Nicolas Sarkozy a réagi devant quelques journalistes estimant que les dirigeants européens avaient, je cite, autre chose à faire, et s'est défendu d'avoir mis en place un tel boycott. Du côté de l'équipe de campagne de François Hollande, on relativise. Il n'a pas l'intention de polémiquer là-dessus, François Hollande. Il veut avancer. Si demain, c'est François Hollande, le président de la République française, eh ben, il traitera naturellement avec ceux qui seront devenus ses homologues. Et il rencontrera Angela Merkel le lendemain. Eva Joly, pour sa part, enfonce le clou. Elle affirme que l'existence d'un tel accord est fortement probable. On voit que les conservateurs se liguent pour que le système libéral non régulé continue à fonctionner en Europe. Côté européen, le démenti est général. En Espagne, Mariano Rajoy a déclaré n'avoir jamais dit qu'il ne recevrait pas François Hollande. Démenti également de la part de David Cameron, Mario Monti et Angela Merkel. Même si cette dernière, sollicitée par le PS, n'a pas souhaité le rencontrer. Une chose est certaine, aucun des dirigeants européens mis en cause par le Spiegel ne voit d'un bon œil l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République et sa volonté de renégocier le pacte de discipline budgétaire européen. Les invités du 19h, donc Anne Hidalgo, bonsoir. Première adjointe à Bertrand Delanoë, maire de Paris, et puis notre confrère allemand Rudolf Balmer, bonsoir, journaliste à la Tageszeitung. Anne Hidalgo d'abord. Les démentis donc se sont succédés aujourd'hui à Berlin, à Rome, Madrid, Londres, où David Cameron a affirmé il y a un instant n'avoir jamais fait partie d'un quelconque pacte secret pour ne pas recevoir François Hollande. Est-ce que vous êtes rassuré ? Écoutez, prenons acte de ces démentis, mais c'est vrai qu'on a vu M. Cameron, on a vu Mme Merkel dire combien il soutenait la candidature de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est l'ensemble des conservateurs européens. Ça m'étonne encore moins de voir que M. Rajoy en Espagne le soutient aussi, dont acte, voilà. Mais je crois que les Français surtout n'apprécient pas qu'on leur dicte leur conduite, que ce soit à l'intérieur et peut-être encore moins à l'extérieur. Vous dites que c'est bon pour François Hollande finalement. Il apparaît quoi comme le Gaulois qui résiste au diktat européen. Pas du tout, mais je trouve un peu stupide, voilà, que. Alors c'est vrai que l'Europe, l'intégration européenne est un élément important et c'est bien que les différents pays, les leaders politiques des différents pays s'entendent, mais par rapport à la proposition de François Hollande qui est d'introduire une dimension sur la croissance dans ce traité, franchement, je ne vois pas. Enfin, aujourd'hui, la plupart des économistes sont quand même d'accord pour dire que des plans d'austérité sans relance de la croissance, ça ne donne rien. Oui, mais les chefs d'État des principaux pays européens, avec qui peut-être demain François Hollande, votre candidat, gouvernera l'Europe, disent non, on n'en veut pas. Est-ce que ça pose un problème de crédibilité du candidat français ? Non, je pense que cette thématique de la crédibilité que la
la droite a voulu, le procès en crédibilité que la droite a voulu faire tombe. La crédibilité, elle est d'abord aux yeux des Français. Et aujourd'hui, je constate que, à la fois dans les propositions qui sont celles de François Hollande, mais aussi dans tous les critères dits de présidentialité, François Hollande est crédité vraiment beaucoup plus que le président sortant. Donc non, la crédibilité, c'est de faire des propositions qui soient efficaces. Celles qui relèvent d'un traité dans lequel il n'y a que les mesures de rigueur budgétaire et rien sur la croissance, c'est là qu'il y a un problème de crédibilité. Donc j'espère que François Hollande, bien sûr, lorsqu'il sera, et je le souhaite, président de la République, entraînera les autres pays européens dans quelque chose qui n'est pas l'impasse que connaît, par exemple, aujourd'hui la Grèce. En tous les cas, Anne Hidalgo, malgré, je le disais, cette avalanche de démentis dans toutes les grandes capitales européennes, aujourd'hui, les faits sont têtus, parce que David Cameron, l'autre jour, n'a pas reçu François Hollande, Angela Merkel refuse de le recevoir. Pour vous, c'est de l'ostracisme à ce stade? Pour moi, ça n'est pas très digne de la part de ces leaders de grands pays européens. Je trouve qu'ils devraient respecter la démocratie de chaque pays. On a une grande élection, un grand rendez-vous démocratique. François Hollande sera bien évidemment un des finalistes de cette déjà du premier tour. Donc ça n'est pas digne pour vous de refuser de le recevoir? Je pense que ça n'est pas digne. Je pense qu'il faut accepter la démocratie, le jeu démocratique, en tous les cas ne pas intervenir, et intervenir c'est aussi par exemple dire, comme je l'ai entendu de M. Cameron lors de sa conférence de presse avec Nicolas Sarkozy, combien il le soutenait, et de dire officiellement qu'il ne recevrait pas François Hollande, c'est une émission dans la campagne française qui effectivement n'est pas tout à fait digne, mais bon, tout cela sera sans doute balayé au lendemain de l'élection. Rudolf Balmer, donc de la Tageszeitung. Il faut dire qu'en Allemagne, Angela Merkel est critiquée pour cette posture anti-Hollande, bon, bien sûr par les sociodémocrates, mais aussi par son ministre des Affaires étrangères, qui est le libéral Westerwelle. Est-ce qu'elle craint vraiment François Hollande, selon vous, aujourd'hui? En Allemagne, effectivement, il y a le sentiment qu'il y a une certaine maladresse de la part de Angela Merkel. Cette polémique est partie de Berlin, d'Allemagne, pas de France. Et c'est tout d'abord, c'est une polémique allemande au départ. Parce qu'on a vu que Angela Merkel avait fait des déclarations, elle veut soutenir activement Nicolas Sarkozy. Déjà, à ce moment-là, on a entendu dire elle en fait trop, qu'elle le soutienne en disant qu'ils ont bien travaillé ensemble, bien. Mais là, c'était un peu de trop. Et surtout, il faut rappeler que donc c'est un journal, Der Spiegel, qui a publié cette information. C'est la concurrence pour notre journal, mais c'est des confrères sérieux. Donc, vous n'avez pas l'information. Voilà, donc on aurait bien aimé, mais on n'a pas eu les mêmes sources. Alors voilà pour Merkel. En tout cas, c'est plausible. Oui. En Allemagne, on va dire, c'est crédible, au moins c'est très plausible. Elle n'a jamais été réputée pour faire tant de zèle que ça en faveur de Nicolas Sarkozy, la chancelière. Est-ce qu'elle a peur vraiment d'arrêter cette histoire d'amour avec le président français actuel? Je ne pense pas qu'il y a ce lien affectif qui joue ce rôle, mais il y a une explication politique. En Allemagne, on va avoir des élections dans un an et Angela Merkel a toute raison de croire et de craindre que son parti va perdre les élections. Et donc, il y a cet aspect aussi d'un débat de politique intérieure allemande. Et c'est la raison pourquoi le libéral Guido Westerwelle, le ministre des Affaires étrangères, a appelé publiquement Angela Merkel à la retenue. À la neutralité. À la neutralité. Voilà. Allez, dites-moi. Et je me demande même s'il n'y a pas une certaine crainte que des déclarations ou une amitié tellement affichée pourrait faire du tort à Nicolas Sarkozy. Ah bon? Et certains même pourraient. Dominique de Villepin se demande si ce n'est pas une intention cachée d'Angela Merkel, finalement, de desservir Nicolas Sarkozy, le président sortant, comme dit François Hollande. Un mot sur François Hollande encore, vu d'Allemagne. Est-ce qu'il n'est pas jugé trop à gauche avec certaines propositions fiscales, par exemple, 75% pour les millionnaires? Mais ça, c'est une vieille histoire. Déjà, le fait que la gauche s'appelle socialiste et pas social-démocrate. En Allemagne, toujours, on a considéré les socialistes comme encore marqués par le marxisme, par la lutte classe. Ça, c'est une vieille histoire.
effectivement, on attend un peu à voir ce que ça donnera. Et le SPD, malgré quelques réticences de certains, espère voir ce que ça donne sous le président Hollande. Quand même, bien sûr. Il faut dire que François Hollande leur a rendu visite à leur dernier congrès au SPD. Anne Hidalgo, et alors on peut parler aussi des travaillistes britanniques qui n'adhèrent pas du tout à ce coup de bambou, cette confiscation fiscale. 75% au-delà de 1 million. C'est une proposition pour la France. Les systèmes fiscaux, les régimes fiscaux ne sont pas du tout de même nature, mais je pense que François Hollande a eu raison de faire cette proposition. Pas 75% sur la totalité d'un revenu supérieur à 1 million d'euros. C'est sur les tranches. On a bien compris. C'était au-delà de 1 million. Et il a eu raison, notamment. Mais il a eu raison. Il a fait un coup politique. Il a eu raison de faire cette proposition. Une proposition qui ne rapporte rien, dit-il lui-même à l'État. Mais il l'a raccroché à une question de morale et de patriotisme. Et je crois qu'il a raison de l'avoir formulé et de l'avoir présenté comme ça. Et d'ailleurs, les Français ont l'air d'approuver cette proposition très majoritairement. Et je crois que quand on nous dit les gens qui gagnent très très bien leur vie, quand même plus d'1 million d'euros, c'est énorme, vont partir. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont commencé à le dire. Ils se sentent bien en France et il n'y a pas de raison particulière. Il y a des gens qui disent qu'ils sont heureux de payer des impôts dans leur pays. Donc l'appel au patriotisme et à la morale est aussi un élément important. Ça, c'était facile à proclamer. C'est vrai que c'était une annonce surprise du candidat socialiste. C'est plus difficile de dire aux Français comment on va les sortir de la misère, parce que c'est le cas de nombreux d'entre eux. Bien sûr. Je crois que justement, dans les propositions faites par François Hollande, et à la fois fiscale, mais aussi sur la relance de l'économie, il y a des pistes, il y a une utilisation de l'argent public qui ne sera pas la même que celle du gouvernement Sarkozy. Il y a quelques marges de manœuvre. C'est faux de dire qu'il n'y aurait aucune marge de manœuvre. Et à travers la politique fiscale, la question des niches fiscales, à travers le soutien à l'emploi que propose François Hollande, il y a des pistes justement pour relancer la croissance. Parce que vous parliez tout à l'heure de la relation Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, en disant voilà, que peut-être les Allemands étaient attentifs aussi à la question, enfin le dogme budgétaire est un dogme extrêmement important en Allemagne, mais la question c'est quand même l'efficacité des politiques. C'est quoi l'efficacité de cette politique, y compris aujourd'hui en Allemagne? C'est quoi l'efficacité pour l'Europe d'une politique dans laquelle il n'y aurait que de l'austérité et où on plante durablement la croissance? Ça ne marche pas et je crois que dans le programme de François Hollande, c'est justement tout ce volet sur la croissance qu'il aimerait proposer à ses partenaires européens. Anne Hidalgo, est-ce que vous considérez que Nicolas Sarkozy joue cette semaine son va-tout? Moi, je pense qu'une campagne jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, elle n'est pas jouée. Et je me réjouis, en tous les cas, les socialistes, les soutiens de François Hollande, qu'ils soient élus, militants, citoyens, je crois, prennent beaucoup de plaisir dans cette campagne. Vraiment, on est dans un mouvement, on se sent soutenu. C'était pas votre candidat au départ, hein. Vous avez soutenu Martine Aubry. Oui, mais comme tous les socialistes, j'ai dit que ce serait le candidat. Pas déçu à l'arrivée. Absolument pas, absolument pas. Et je peux vous dire qu'il fait surprise peut-être de ne pas être déçu. Pas surprise, non, parce que je le connaissais bien, François, et j'avais travaillé avec lui comme secrétaire national, donc je connais très très bien ses qualités, mais je trouve qu'en plus il a un sens politique, il a aussi une attitude qui est reconnue par la population, qui va vers lui et il va vers elle. C'est l'une des questions. Il a bien sûr de l'autorité, la preuve, c'est quand même lui qui prend les arbitrages essentiels dans cette campagne, et en tous les cas on prend beaucoup de plaisir à faire cette campagne, mais jusqu'au bout, on la fera jusqu'au bout. Est-ce qu'à la mairie de Paris, vous recevez des demandes ou vous subissez des pressions pour qu'il y ait de la viande halal dans les cantines? Non, absolument pas. En tous les cas, voilà, pour revenir sur cette polémique de la semaine de Monsieur Guéant, je trouve ça vraiment indigne. D'abord, les gens en ont marre qu'on stigmatise à ce point une partie de la communauté nationale au motif qu'elle aurait une religion, la religion musulmane. On en a marre. Voilà la question précisément sur la viande halal dans les cantines. Oui, mais c'est pas un sujet. Les gens. Ça n'a jamais été un sujet. Non, à la mairie. Ça n'est pas un sujet. En tous les cas, nous sommes aujourd'hui à la mairie de Paris, comme toutes les mairies de France, dans une gestion totalement républicaine et laïque. Donc, écoutez, moi je trouve que faire des fausses polémiques, des faux procès, de la stigmatisation, alors que ce que nous demandent les Français, c'est de s'occuper de l'emploi, de la question du chômage, de l'école, et pas de stigmatiser. Quand même, je suis heureuse
heureuse de voir que les Français sont quand même beaucoup plus responsables, ont appris à décoder justement ces entreprises de stigmatisation et ne tombent pas dans ce panneau-là. Vous avez vu donc François Fillon qui va bientôt arriver sur les terres électorales parisiennes, oui, un peu les vôtres. Il a l'air d'être le bienvenu, d'après ce que je vois. Il aura du monde en face de lui quand même, hein, y compris dans son camp. Oui, vous pensez à Rachida Dati, mais vous êtes là, vous l'attendez de pied ferme. Il a des mots assez durs, lui, justement sur le caractère de François Hollande. Il a dénoncé ce matin, il s'est interrogé sur Europe 1 sur ses capacités. Et pour lui, la présidentielle, c'est en quelque sorte la dernière sortie avant le déclin. Il a des mots très dur, oui, hein, le Premier ministre. C'est un homme qui a des mots très durs. On l'a souvent présenté. Non, pas du tout, parce que je ne l'ai jamais considéré comme étant un héritier, par exemple, de Philippe Séguin ou de la droite sociale, pour avoir vu ses déclarations, justement, vis-à-vis de la gauche, les attaques qu'il a pu faire à une certaine époque. Il était ministre du Travail, il avait accusé la gauche, héritière du Front populaire, d'être la cause de la débâcle de 40. Donc il a toujours eu des mots très durs. C'est un personnage qui a une forme de sectarisme vis-à-vis de la gauche, donc ça ne me surprend pas. Il faut vous préparer, parce que si vous l'affrontez vous personnellement pour la mairie en 2014, le combat va être rude. Hein. Écoutez, il se trouve qu'on verra bien s'il est candidat en 2014. Je ne vais pas faire de déclaration de candidature ici, mais chacun sait combien je suis engagée pour Paris aujourd'hui et je l'espère demain. Vous a quasiment transmis le flambeau. Les choses se font de façon démocratique, mais en tous les cas, je ne serai pas absente de ce combat. Et il peut avoir des mots très durs sur la gauche, mais la question, ça sera aussi sa crédibilité pour porter et incarner cette ville moderne qu'est Paris. Allez, 2 mots encore. Un élu communiste, le président du groupe communiste au Conseil de Paris, Yann Brossa, demande que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, soit affichée sur tous les frontons des écoles parisiennes. Ça n'est donc pas encore le cas. Vous allez le faire? Alors, on va regarder ça, bien sûr. On va voir, je ne vais pas vous dire là, on va discuter, mais ça me paraît de bon sens. D'autant que j'avais fait un vœu à peu près identique, puisque la devise républicaine n'était pas affichée sur le fronton de toutes les mairies d'arrondissement. Non plus. Par exemple, la mairie du 15e, et mon groupe donc avait obtenu cela. Donc on va regarder, mais c'est une proposition intéressante. Un mot, Rudolf Valmer, là, comment est-ce que vous jugez la campagne présidentielle en France? Vous êtes déçu, comme me semble-t-il une majorité de Français qui estiment que les vrais problèmes ne sont pas suffisamment abordés? Non, je ne suis pas du tout déçu. Au contraire, je trouve ça très intéressant. Je constate qu'en ce moment, il y a une certaine nervosité qui se répand, notamment du côté de la majorité de droite. Mais c'est très intéressant. Et je veux juste dire un mot. En Allemagne, il y a aussi une campagne présidentielle. Il y a un président qui va être élu et personne n'en parle en France. Il n'a pas la même importance que chez nous. Et il y a quand même Beate Klarsfeld qui a la double nationalité, qui est candidate portée par Die Linke. Die Linke, voilà. Et qui soutient elle-même M. Sarkozy. Mais qui n'a aucune chance. Hein, Madame. Alors, la question internet du nouvelobs.com aujourd'hui à propos de Nicolas Sarkozy. Selon vous, peut-il encore gagner la présidentielle? Et vous avez répondu non à 73%. Merci à tous les deux. Merci Anne Hidalgo. On n'a pas eu le temps de parler de l'un de vos combats, l'égalité homme-femme. Vous avez été très sensibilisé tout à l'heure à cette question de l'hypersexualisation des petites filles. Hein. Oui, c'est un beau rapport, je crois, qu'a fait Chantal Joanneau. Je vais en prendre connaissance, mais c'est très important de s'attaquer à tous les stéréotypes. Merci. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Et puis je vous donne rendez-vous demain dès 18h pour Preuve par 3. Et notre invité sera Arnaud Montebourg. Bonsoir, à demain. Dans moins de 2 minutes, nous allons pouvoir vous donner une estimation. Il est pratiquement 20h. En mars, Public Sénat crée l'événement avec 2 soirées docu-débat consacrées à l'histoire des présidentielles à la télé. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Duel présidentiel. Focus sur les duels de l'entre-deux tours. Nous avons un premier résultat. C'est ici un peu la pagaille. Point d'orgue de la vie politique, les soirées électorales sont aussi un pur produit du média télé. Soirées électorales, une grand-messe cathodique sur Public Sénat.